Bonjour et soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène dans les coulisses du zoo des Sables d'Olonne, ou plutôt de l'éco-zoo des Sables. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous êtes la responsable scientifique du zoo des Sables d'Olonne. À l'instant, je le disais, votre zoo a cette particularité d'être un éco-zoo. Cela veut dire quoi? Alors cela veut dire que nous agissons à 4 niveaux différents au niveau de l'environnement. D'une part au niveau de la logistique, d'autre part au niveau de la sensibilisation des visiteurs et enfin au niveau de la conservation des espèces exotiques et des espèces endémiques. Pour nous, il est très important de travailler à notre porte. C'est-à-dire que le facteur commun de la disparition des espèces, c'est la dégradation de l'environnement. Donc nous travaillons sur la flore en mettant des panneaux, en essayant de sensibiliser les visiteurs au fait qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a que... Elles se respectent comme les autres végétaux. Exactement. Nous travaillons en faisant des inventaires de la faune endémique, les amphibiens, les bourdons, les papillons, les mammifères, etc. Alors dans un instant, on va aller rencontrer Thomas. Lui, Thomas, sa spécificité, c'est de travailler sur la conservation d'animaux rares qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps ici. Oui, Thomas est animalier et il va vous présenter quelques espèces menacées. Alors on y va? Oui. Merci Sandrine. Alors Thomas, ici on est en quarantaine et vous êtes à côté d'un tatou à 3 bandes, un animal très rare, je crois. Tout à fait, un animal qui est très rare, qu'on retrouve en Amérique du Sud. Donc tatou à 3 bandes, tout simplement parce que comme vous pouvez voir, lorsqu'il se met en boule, on distingue bien les 3 bandes. Je vais essayer de le nourrir tout simplement. Alors, dans la nature, ils utilisent leurs grandes griffes pour déterrer des vers ou manger également des insectes. Donc là, je vais tenter de lui donner, s'il le souhaite, des petits criquets. Mais sachant qu'il ne le voit pas, c'est un peu délicat. Il a une mauvaise vue? Il n'a pas forcément une vue très bonne. Ouais. Alors là, Thomas, nous sommes face à un tout petit crocodile qui a 3 semaines. Il est arrivé, il avait été pondu 2 jours avant, 2-3 jours avant. Et donc, on l'a mis en incubateur pendant 95 jours. Et au bout de 95 jours, il a commencé à montrer le bout de son nez. Voilà, tout à fait. Alors si lui, il est là aujourd'hui, c'est parce que c'est une espèce vulnérable qui vient d'Afrique de l'Ouest. Il est menacé pour diverses raisons, notamment aussi à cause des guerres civiles qui sévissent malheureusement dans ces jolis pays, mais également la pollution des eaux, notamment par les hydrocarbures. Il est également chassé pour sa chair. J'ai laissé Thomas nourrir le petit crocodile. Maintenant, je vous propose de nous échapper du zoo des Sables d'Olonne pour aller à la rencontre de Julien. Julien, il pêche avec un flotte-tube. Et vous allez voir que même pour un pêcheur confirmé, ce n'est pas si évident de trouver du poisson. C'est un sujet signé Anthony Jamin. Moi je pêche principalement le sande et le brochet, c'est les 2 espèces que je recherche activement. Le sande peut-être un peu de trop, parce que du coup je délaisse beaucoup les autres poissons. Là, je vais faire deux techniques, une pêche lente au leurre souple dans les courants, là, comme je fais, et une deuxième canne qui est montée sur du poisson nageur pour des pêches rapides.
À 23 ans, Julien Imbert est ce qu'on appelle un mordu. Il cumule déjà 20 années de pêche. Depuis une dizaine d'années, sa nouvelle passion, c'est d'appréhender rivières, lacs ou barrages avec son flotte-tube. Quand on débute à la pêche, on pêche souvent du bord. On n'a pas forcément toujours les moyens de pêcher en bateau, parce qu'il faut déjà avoir des mises à l'eau déjà assez intéressantes pour pouvoir mettre à l'eau un bateau. Et puis il faut également avoir l'argent pour en acheter un. Le flotte-tube, c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire que c'est moins cher qu'un bateau, c'est aussi confortable, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre puisqu'on peut mettre à l'eau partout. Et puis contrairement à la pêche du bord, ça permet d'aller où personne ne va. Et en plus où les bateaux ne vont pas non plus parce qu'il y a pas mal de secteurs où il n'y a pas la possibilité de mettre un bateau à l'eau et le flotte-tube, ça permet de vraiment aller partout. Depuis 5 ans, Julien est sur le circuit flotte-tube, dans le championnat de France. 2013 est même l'année de la consécration. Mais ce titre, c'est bien plus qu'une première place au classement. Les compétitions permettent de voyager, d'aller pêcher plein de milieux différents. C'est vrai que beaucoup de pêcheurs ont tendance à rester sur leur secteur, leur région, leur département et autres. Ils pêchent toujours les mêmes rivières, les mêmes plans d'eau, les mêmes eaux, quoi. Alors partout en France, on a beaucoup de rivières, beaucoup de lacs qui sont totalement différents, avec des eaux qui changent, des hauteurs d'eau, des courants et autres. Et le fait de faire de la compétition pousse à savoir pêcher sur l'ensemble de ces milieux-là. Et malgré toute son expérience, difficile de dénicher les carnassiers tant convoités. Mais plutôt que d'abandonner, Julien persiste, multiplie les leurres et les techniques de pêche. Vincent. Là, on est vraiment sur une pêche rapide de la perche. Donc là, on n'a pas beaucoup de touches, beaucoup de petits poissons. C'est un poisson qui a entre 2 et 3 ans. On la relâche. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. On cherche vraiment les parents qui font en taille beaucoup plus grosse, qui peuvent faire jusqu'à 45-50 cm sur cette rivière. Le but, c'est pas de cartonner ou de se dire ça mord pas, mais c'est de trouver qu'est-ce qui va faire mordre le poisson, c'est d'avoir la touche. Et quand on déclenche une touche, c'est qu'on a déclenché un poisson, qu'on a trouvé un début de solution pour les pêcher. Vous allez voir que nous avons plusieurs espèces sud-américaines. Donc je vais parler essentiellement des tapirs et des capybaras qui viennent me rejoindre. Ce sont des animaux qui mangent essentiellement des fruits, des végétaux, des plantes aquatiques. Et si je vous les présente, malheureusement, c'est parce qu'ils ont un point en commun, c'est qu'ils sont tous menacés. Ce sont des animaux qui donc subissent au quotidien la déforestation massive. On est capable de l'estimer, la déforestation globale à l'échelle planétaire aujourd'hui. C'est à peu près l'équivalent de la surface d'un terrain de football qui disparaît toutes les 2 secondes. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors vous êtes ici responsable pédagogique du zoo. Qui dit animation dit automatiquement sensibilisation. Oui, exactement. C'est vrai que notre rôle d'éducation à l'environnement est très important au Zoo des Sables. Ça va bien plus loin que la simple transmission de connaissances sur la biodiversité. Notre objectif, c'est vraiment de donner au public cette impression d'utiliser, d'agir responsable. Donc chaque animation, mais bien au-delà, toutes nos fiches descriptives, tous nos engagements au sein de journées thématiques sont liés à l'éco-responsabilité. Donc notre colonne vertébrale, notre discours a une colonne vertébrale et ça s'articule autour de 4 éléments: espèces, environnement, menaces et éco-gestes. Aujourd'hui, on est inondé un petit peu de logos, on ne sait pas tous les identifier et c'est important de pouvoir se fier à certains logos d'éco-responsabilité, donc le bois éco-certifié, la pêche certifiée, les logos d'agriculture biologique, de commerce équitable. Le but, c'est vraiment que les gens puissent sortir de leur visite en se disant « je peux faire quelque chose ». Je ne réglerai peut-être pas les problèmes, mais je serai dans le camp de l'action. Alors à propos d'écologie, on va aller rencontrer Isabelle. Isabelle, ici, elle jardine biologiquement. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors ici, vous êtes responsable animalière et en particulier aussi en charge de la protection de la faune et de la flore
locale. Ça demande tout un travail de préparation, d'installation. Et depuis quelques années, ici au Zoo des Sables d'Olonne, on composte, on est de plus en plus bio ici en fait. Voilà, effectivement, au fil des années, nous essayons de remplacer peu à peu certains produits chimiques dangereux pour l'environnement par des produits écologiques et biologiques, tout simplement pour limiter notre impact négatif sur l'environnement. Donc ça concerne beaucoup de produits, notamment les produits d'entretien, les produits pour le nettoyage des bassins, également des produits de jardinage. Alors Isabelle, ce qui est presque insolite ici, c'est que vous attachez autant d'importance à la faune et à la flore locale qu'à celle qui viendrait des quatre coins du monde finalement. Oui, tout à fait, parce que si l'on part du principe que l'on souhaite faire des choses justement pour respecter l'environnement et pour limiter notre impact négatif sur l'environnement, bien sûr, il faut travailler sur les espèces exotiques que nous présentons, mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la faune locale et également la flore. Nous laissons pousser quelques parcelles, comme par exemple ici, dans le parc. Il n'y a aucune mauvaise herbe. Il faut savoir que toutes les herbes sont utiles à la faune locale. Comme ces orties. Voilà, par exemple. Donc, elles vont permettre justement à des insectes, à plusieurs espèces animales, de se loger, de se nourrir, etc. Donc, par exemple, les orties peuvent être un lieu, un site de ponte pour certaines espèces de papillons. Donc, c'est très, très important, justement, de ne pas tout tondre vraiment tout ras et de laisser les plantes s'épanouir comme elles le peuvent, comme l'on peut faire très bien chez nous à la maison, sur sa pelouse. Et je le répète encore, il n'y a pas de mauvaises herbes, donc au contraire, il faut les laisser pousser au maximum. La semaine prochaine, je vous emmène à la découverte de Notre-Dame de Bourgenais. Vous le verrez, c'est un lieu insolite et à la fois chargé d'histoire. Je crois qu'à l'intérieur, nous avons un véritable trésor, Anita. C'est ce chemin de croix qui a été offert à la famille de Beaumont par Pie IX. Maintenant, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. D'ici là, portez-vous bien.